Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû modifier dans la façon dont vous bossez, collaborez, etc. Puisque l'équipe a quand même, passe de 30 à 80, quasiment triplé. Ouais, et puis on s'est pris vraiment les pieds dans le tapis l'année dernière. Ouais. Le passage des 60, là, ça a été compliqué parce qu'il y a une perte de sens dans la boîte. Personne ne comprenait ce sur quoi ils travaillaient, en quoi ça contribue à la strat générale. Donc on va avoir vraiment ces 3 départements, app, R&D et studio. Et après, sur l'app, en effet, on commence à travailler en squad où tu as justement une partie plus création, une partie diffusion et une partie performance. Ok. Tu mets un PM dans une équipe qui tourne très bien toute seule, le dev se repose sur le PM, ne réfléchit plus. Ah non, ça c'est un problème produit. On l'a tous vécu ça. Ah non, ça c'est un problème produit. Et ça, moi j'ai horreur de ça. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas un problème produit. Le problème produit, c'est le problème du dev, c'est le problème du designer, c'est le problème de tout le monde. C'était quoi votre rythme de mise en prod, par exemple ? Vous sortiez quelque chose tout le temps ou... Est-ce que tu peux nous parler peut-être à l'époque de la façon dont vous vous organisez avec les devs ? J'imagine que tu les voyais tous les jours. En plus, vous êtes complètement en remote. Ouais. Donc, justement, c'est intéressant encore plus en remote. Quand tu es dans un bureau, tu sais, tu peux voir les gens passer et tout. Là, ça doit être ritualisé. Tu te connectes en fait à un moment décidé par les 2 personnes ou par les X personnes. C'était quoi vos rituels à l'époque pour construire ce produit aussi vite ? On n'a pas changé trop de rythme en fait. On a 3-4 shops par semaine, lundi, mercredi, vendredi, le matin. Nous, on a split la team entre l'Europe et les US toujours. D'accord. Donc en fait, l'idée c'est que les gens soient sur une time zone de 3 heures en Europe, plus ou moins. Moi, je suis au Portugal et on a quelqu'un en Pologne, quoi. En Pologne, pardon. Donc il y a 3 heures de différence max. Ça a toujours été la manière dont on recrutait les gens. Et pareil sur les US, voilà, t'as à peu près le même ordre de taille. Donc en fait, les gens sont quand même toujours plus ou moins là au même moment. Et après, l'idée, c'est que chacun est lead sur un projet. Donc, engineering lead un projet, design peut leader un projet. Et l'idée, c'est tous les jours, tu vois comment ton projet il avance et comment tu peux remplir ses tâches. Mais bon, là, en vrai, on était en start-up mode aussi, donc tu fais un peu le café à manger et tu nettoies la table derrière tous les jours. Hein. C'est un peu toujours, tu fais du marketing, tu fais de la brand, tu fais tout, quoi. Mais Tu faisais pas que du design, toi ? Principalement aussi sur la partie design, mais on a toujours été strong ownership sur les gens, donc on préfère que quelqu'un sorte un truc, fasse une connerie, que ça le fixer rapidement, versus dire aux gens attends que tout soit validé avant que ça sorte, de reviews 200 fois le truc. Donc oui, bien sûr, tu fais de la copie, tu fais n'importe quoi. Hein. Mais c'était quoi votre rythme de mise en prod, par exemple ? Vous sortiez quelque chose tout le temps ou... Alors ouais, nous on avait le changelog aussi, ça c'est le truc qu'on fait. On le fait toujours, on sort un changelog par semaine. Donc tous les mercredis ou jeudis, on sort. On a beaucoup fait parler de nous à l'époque avec ce truc-là. Il y a même des gars qui ont créé des produits par rapport à ça, je sais. J'aime bien que tu nous racontes. Et en fait, l'idée c'est de dire, t'as un changelog, toutes les semaines t'annonces ce que t'as fixé, quoi. Ouais. Ou ce que t'as créé. Et aussi la philosophie à l'époque, c'est celebrate small achievement. Donc en gros, célèbre même les petits trucs, c'est-à-dire que en repartant par exemple de tools que les gens aiment pas utiliser, qu'on voyait que genre Jira, etc. Il y a un truc c'est un truc auquel les gens font pas souvent attention, mais le petit bug en fait que tu vois toi tous les jours en tant qu'utilisateur d'un produit qui t'énerve. Des fois c'est un truc con, hein, c'est un bouton qui marche pas très bien ou un truc comme ça. En fait, le jour où le gars va tester un produit concurrent et que ce bouton-là par contre il marche super bien, et ça peut être une raison de switch, quoi. Et donc nous en fait on préfère fixer ce qui est en prod toujours, que ça marche très bien le mieux possible avant de passer à la feature supplémentaire. Donc c'est changelog, au début c'était des bugs fixes, on va dire ok, on a fixé ça marche, et les gens voyaient cette semaine qu'on améliorait le produit. C'est sur Slack ça se changelog ou sur une newsletter ? Non, on le sortait par mail, tu l'as dans le produit, tu l'as sur Slack aussi, ouais. On le sortait par mail et en fait ça permettait un peu aussi de répondre aux gens en disant voilà, vous avez reporté un bug cette semaine, regardez maintenant il est fixé. Annoncer les nouvelles fonctionnalités, les expliquer un petit peu. Et donc, ça donne aussi un rythme de travail où tu te dis, OK, est-ce que je suis en train de faire un truc qui va sortir dans le prochain changelog ou pas ? Et sinon, c'est la semaine d'après, etc. Donc, tu avais un peu le stress de dire, OK, je veux sortir le truc avant mercredi pour être dans le changelog. Et aussi, ce changelog, ça permettait un peu de faire une micro-roadmap en interne en disant, OK, on va annoncer ça cette semaine-là, il faut que ça fasse du sens avec la semaine d'après. Et c'était un apprentissage. Maintenant, on a des roadmaps beaucoup plus planifiés parce qu'on a des stratégies marketing beaucoup plus compliquées. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu à l'arrache. Mais c'était un peu l'idée de dire OK, on sort ça cette semaine, ça va parler à tel gars. Peut-être que ça,
on le sort la semaine d'après, ou des fois on annonçait des bêta features dans le changelog. Ouais. Enfin, voilà. Il n'y a personne chez Hyperline qui est product manager. La raison pour faire ça, c'est qu'en fait, il faut énormément de contexte sur chaque feature, comme on disait, pour oublier le moins possible. Qui connaît mieux la fonctionnalité que le dev qui a bossé dessus? Pas grand monde. Si tu mets un PM, et je l'ai vu chez Spendesk x50, tu mets un PM dans une équipe qui tourne très bien toute seule, le dev se repose sur le PM, ne réfléchit plus. Ah non, ça c'est un problème produit. On l'a tous vécu ça. Ah non, ça c'est un problème produit. Et ça, moi j'ai horreur de ça. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas un problème produit. Le problème produit, c'est le problème du dev, c'est le problème du designer, c'est le problème de tout le monde. Donc le fait de ne pas intégrer de PM, ça force mes équipes de dev à se poser la question. Et donc du coup, tu vois, ça limite le nombre de fois où tu as un truc, ah on a oublié ça. Ah oui, mais c'est le produit qui m'a pas mis dans les specs. Non, parce qu'en fait, le dev là, il est un peu, il se dit, ça si j'oublie, je vais devoir le refaire après. Il y a un client qui va râler au support. Les devs font du support. Tu vois, ils sont sur Intercom en train de répondre. Ils ont 2 jours de shift tous les 15 jours. Et donc, du coup, ça a permis de créer cette espèce de proximité au client qui fait que tu évites, entre guillemets, que ta modularisation soit un peu hors d'atteinte, seulement la responsabilité des produits. Et du coup, tes équipes techniques, elles comprennent rien, elles intègrent mal les choses. Ton designer, il est scopé sur un module. Et tu sais, tu as 2 modules qui ne se parlent pas à la fin parce que tu as 2 squads. Et puis les 2 modules, ils ne s'intègrent pas bien ensemble. Bah, ça évite vachement ce truc-là. Donc ton choix d'orga, là, c'est de ne pas faire venir de PM, de ne pas recruter de PM, de pas monter. Donc ça veut dire quoi? L'organisation, elle est faite comment aujourd'hui? Ça veut dire que tu gardes un nombre de devs qui est suffisamment petit. Alors évidemment, on a le luxe de le faire aujourd'hui. Demain, si je dois avoir 15 devs, ça va être plus compliqué. Mais on a un nombre de devs qui est suffisamment petit aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de scope défini. Donc en gros, combien de devs? Il y a 7 personnes qui dev aujourd'hui. D'accord. Donc entre les gens qui sont devs, Clément qui est le CTO et moi, mais il ne faut pas le dire trop fort. Et donc du coup, cette personne, pour pas mal de boîtes, c'est déjà trop compliqué à opérer en 1 avec 1 et priorité à la semaine. Tu vois. Mais nous, on le fait plutôt bien. Et en fait, ça, l'organisation, du coup, c'est ce que j'allais dire, elle vient se faire à la semaine, parce que 2 semaines, ça devient déjà trop long. C'est priorité le vendredi soir. Il n'y a pas de stand-up, il n'y a rien de tout ça. Nous, on a un truc un peu à la Elon Musk, même si c'est un mot, il ne faut plus le dire, mais il y a un truc un peu Elon Musk, c'est t'as fait quoi cette semaine, tous les vendredis, et c'est le seul reporting qu'on a, et ça suffit largement. L'idée, c'est vraiment que les devs viennent amener. La question, c'est what did you achieve this week? C'est pas ce que tu as fait, ouais, je passais du temps à faire de la QA. Ça, je m'en fiche. Il n'y a rien d'achieve en faisant de la QA. Qu'est-ce que tu as sorti? Qu'est-ce que tu as release? Qu'est-ce qui a impacté les clients? Qu'est-ce qui a dépanné quelqu'un? Ça, c'est ce genre de choses-là. Donc, on a vraiment cette espèce de truc où on travaille à la semaine, du coup, avec des cycles beaucoup plus restreints, avec des devs qui sont ultra autonomes et qui, eux, doivent demander s'ils n'ont pas la réponse. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui leur poussons l'information. Il n'y a pas de spec chez nous. 0 spec. C'est design only. Et c'est la responsabilité du dev de venir poser la question s'il lui manque du contexte. Et si sur la feature et qu'il manque des choses, c'est son problème à lui, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est à lui de se débrouiller, de réparer le problème. Et comme il est au support en général, tu vois, tous les 10 jours, donc ça va assez vite, tous les 15 jours, il se prend assez vite le mur de « Ah oui, j'ai oublié ça, sur le PDF, on n'affiche pas le truc. » Ah oui, c'est quand même un problème. Tu vois. Je pense que ça a du sens, en effet, à 15, tu vois. Mais je suis curieux de voir ce que tu vas faire à 30 ou 40. Parce que je sais, donc, pareil, on l'a fait en off, tu m'as dit, tu as une opinion assez tranchée sur le fait que t'es pas hyper aligné avec le rôle du PM aujourd'hui, ou de la PM d'ailleurs. Quand je dis du, c'est pas forcément un mec. Comment tu feras à 50 quand tu auras 25 développeurs si on garde ces proportions, quoi? Ouais. On a fait chez Spendesk, j'ai fait pas mal de tests. On a fini sur un module très carré, squad, et d'ailleurs qui a confirmé exactement tout ce que je dis, c'est-à-dire que c'est comme l'Assemblée nationale. C'est formidable pour éviter les changements brutaux et les trucs qui pourraient te déstabiliser. Par contre, c'est catastrophique quand il s'agit d'avancer, d'avoir 25 000 squads où tout est opéré par des meetings le lundi matin avec un Excel. À la fin, on avait des PMO. Donc, tu avais les PM et les PMO qui étaient là pour synchroniser les PM. C'est quand même incroyable. Moi, je pense que la réalité, c'est qu'un modèle d'opération sur une boîte où tu es 15, tu peux le dupliquer. C'est-à-dire que tu peux avoir à l'intérieur de la boîte plusieurs modèles où tu es 7 devs, 8 devs, 10 devs avec un designer. La réalité, c'est que on se force à dire une squad, ça doit avoir un scope très défini, ça ne passe pas sur les plates-bandes de l'une de l'autre. Une feature, c'est 3 devs qui bossent dessus ou 2 devs qui bossent dessus plus un designer. Moi, je pense que la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est que si tu recrutes des gens qui sont produits, ils doivent être business. C'est-à-dire ça doit être des produits, mais qui réfléchissent à la distribution, à l'impact, à l'expansion, à comment on va packager et vendre cette feature. C'est pas des gens qui sont là pour écrire des specs toute la journée. Ça, je trouve ça absurde. Et du coup, un PM peut gérer plusieurs équipes dans ce cas-là. Si tu as ce type de PM-là, il n'est pas obligé d'avoir sa squad où il opère le sprint, le stand-up meeting, la synchro avec les autres PM. Non. Parce qu'en fait, lui, il est là pour comprendre, OK, demain, à quoi ressemble le produit, dans quelle direction on va, comment on le package, comment on le vend, travailler aussi sur le product marketing. Tu vois, c'est limite un rôle PMM/PM. Et du coup, ça veut dire que tu as beaucoup plus de contexte partagé déjà. Tu peux avoir des devs qui bossent sur des features. C'est-à-dire, moi, j'ai un dev qui bosse sur une feature transverse. J'ai pas besoin qu'un dev bosse sur la partie quote, devis, et un dev bosse sur la partie abonnement de la nouvelle config qu'on ajoute. Tu peux avoir des devs transverses. Et en fait, pour moi, l'enjeu, il va être là. Il va être, et
chez Spandesk, on n'a pas réussi à le tenir. Donc en fait, est-ce qu'on va réussir à le tenir chez Hyperline? C'est une bonne question. Maintenant, c'est ma boîte, donc j'ai plus mon mot à dire. C'est comment on va réussir à tenir cette petite organisation et comment on va réussir à la dupliquer en interne tout en gardant une direction commune et des gens qui sont cross-fonctionnels et qui arrivent à comprendre toute la plateforme. Et moi, je pense que ça dépend vachement de qui tu recrutes, quel est le niveau des gens que tu recrutes et de l'autonomie des devs dans tes équipes. Et après, forcément, il y a un moment, l'organisation deviendra grande, il faudra la séparer d'une manière ou d'une autre, mais je pense qu'on pourra toujours la séparer par sous-produit, par module, d'une manière qui reste intelligente, intéressante et sur laquelle on doit garder de la vélocité en tête. C'est des vases communicants. Tu peux pas avoir 100% vélocité, 100% pas de risque, 100% de communication. Enfin, tu vois, à un moment, il y a des triangles, tu peux pas tout avoir en même temps. Donc, tu m'as pas répondu. PM ou pas PM quand ça grossit? PM, mais qui n'est pas un product manager au sens où on l'entend aujourd'hui. En fait, donc, c'est quoi le sens où on l'entend aujourd'hui du coup? Le sens où on l'entend aujourd'hui, c'est ce que j'appelle un project manager glorifié. Donc, en gros, c'est des gens qu'on a recrutés, mais comme on avait beaucoup d'argent, moi, c'est mon analyse de l'histoire. On a recruté des gens, on avait beaucoup d'argent dans les startups, on avait beaucoup levé. Donc, on a recruté des profils qui étaient complètement surcalibrés par rapport au rôle réel qu'on leur demandait de faire, qui était de synchroniser du travail d'ingénieur. Donc forcément, ces gens-là, au bout d'un moment, ils ont eu des attentes de carrière, il y a eu des discussions, et on a dit, OK, comment on augmente le rôle du PM? Et donc on leur a donné une espèce d'importance, le mini-CEO de la squad, la personne qui décide de la roadmap, la personne qui écrit les specs, voilà, on leur a ajouté plein de trucs sur le plat, et on a créé un espèce de rôle hybride, où la réalité de la raison pour laquelle ils sont là, c'est, je dois gérer 5 devs qui ne sont pas capables de gérer tout seuls, et la finalité, c'est qu'ils ont une espèce de responsabilité dont ils n'ont absolument pas les outils pour la mener à bien, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur les devs, ils n'ont pas le pouvoir sur la stratégie produit, enfin souvent ils dépendent de pas mal de choses. Donc pour moi, l'enjeu il n'est pas là. L'enjeu il est de dire, il faut quelqu'un pour décider sur quoi on va travailler, comment on va le packager, comment on va le distribuer. Cette personne pour moi, elle est business. C'est pas une personne qui est là pour faire des specs. Ça c'est des rôles de dev et de designer et ils savent très bien le faire. Donc oui, mais si c'est un PM qui est business first et qui n'est pas là pour gérer la squad. 1000 fois d'accord. Je pense qu'en fait ce que tu définis c'est le rôle de ce que devrait être un PM. Et c'est marrant parce que tu vois, j'étais en novembre dernier à San Francisco pour comprendre justement ça. Quel est le gap entre là-bas et ici? Et je pense qu'on pâtit d'un truc en France, c'est qu'on pâtit d'un héritage d'ingénieur. Je suis ingénieur moi-même et toi aussi. Qui est qu'on a mis beaucoup de techniques partout. Et quand tu poses la question de la perception de ce métier aux US, c'est quoi l'équipe produit, où elle est? Tout le monde te dit que c'est un métier business. En tout cas, les gens que j'ai rencontrés. Enfin, c'est pas un échantillon statistique énorme, mais quand même. Non, mais je suis d'accord. C'est 30 rendez-vous dans la semaine. Aussi. En France, tu parles à des fondateurs, des dirigeants de boîtes, pas des gens comme toi, des gens tu vois, qui n'ont pas forcément cette culture produit, qui viennent d'un parcours plutôt commercial. Quand tu leur poses la question, le PM est plutôt vu comme quelque part une ligne sur un PP. D'ailleurs, le PM est souvent, on dit, il est dans mon équipe tech, tu vois. C'est une nécessité. Ça veut tout dire. T'en as besoin parce que t'as Exactement, exactement. Et moi, je suis 1000 fois d'accord avec toi qu'en fait, le PM devait être responsabilisé sur son impact business et que c'est une extension, ni plus ni moins, des dirigeants pour aller atteindre les objectifs des dirigeants. Et après, c'est la transposition technique, quelque part, parce qu'ils comprennent un peu quand même ce que veut dire un dev et ce que le dev fait. Mais de là à juste travailler pour les devs, c'est l'erreur qu'on voit dans beaucoup de boîtes. Et plus elles sont grosses, et plus on voit cette erreur. Quoi. Ouais, et puis ils font les wireframes avec le designer, ouais. Et puis après ils font le stand-up, et puis c'est eux qui reportent, et on leur dit ouais, pourquoi ça n'a pas avancé cette semaine? Je sais pas, machin, il m'a dit qu'il avait des bugs. Ah, il y a trop de bugs. Ok, task force pour les bugs du PM, machin. C'est pas leur métier. Non, mais 1000 fois d'accord. Ça ne devrait pas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a recruté des gens qui sont pas business en fait. Et c'est des skills de project manager pour la plupart que j'ai rencontrés, et ils ont du mal à comprendre. C'est difficile de packager une feature, de la distribuer, de comprendre un marché, qui l'achète, combien. Moi, c'est un métier, je me rends compte depuis 3 ans parce que c'est le mien en tant que CEO, c'est moi le distributeur en chef. C'est difficile. Et tu as aussi des dirigeants quand même pour bosser avec beaucoup de boîtes sur mon activité à côté. Tu as plein de dirigeants qui veulent que le PM soit comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que le PM vienne court-circuiter quelque part. Enfin, donner un avis sur une stratégie, donner un avis sur comment faire un peu différemment pour atteindre des objectifs. Tu vois, ils ne veulent pas. Donc, tu as un peu les deux quand même, tu vois. Ouais. Et est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas été recrutés des PM aussi dans des boîtes où c'est pas forcément les bons profils? Souvent, ils vont voir, ah ouais, il a été PM chez Airbnb, c'est exactement ce qu'il me faut. Bah non, si tu vends un SaaS dans la finance, il ne faut pas un PM de Airbnb. C'est pas du tout le même métier, quoi. Je pense que là, on fait des généralités et qu'il y a des erreurs de recrutement, mais en tout cas, je pense que le problème de langage et de périmètre de ce métier, il est très, très mal compris en France, hormis par quelques-uns comme toi à nouveau, qui, toi en plus, tu as un parcours particulier. Tu as fait de la tech avant, tu sais comment c'est, tu as vu les emmerdes que c'est que de bosser, de collaborer avec des équipes pour sortir un produit. Donc, mais hyper intéressant. Donc aujourd'hui, vous avez 5 équipes, 5 squads. Ouais. Toutes n'ont pas des PM, de ce que je comprends. Ah si, une squad a un PM en général. Okay. Il y a des sujets qu'on adresse hors squad, on va dire. Ok, il y a des sujets hors squad. Donc il y a une black box quelque part dans la boîte. Toutes les squads ont un ou une PM, un ou une product designer transverse, ou un par squad également? Alors ça dépend des sujets.
Ça Ok. dépend de l'ampleur du sujet. Parfois, il y a quelqu'un qui peut être à cheval entre 2 squads, ça arrive, ouais. Notamment, tu vois, les data analysts se partagent souvent entre 2 voire 3 squads. Et le designer, du coup, je te pose la question sur Les les designers. designers, ça arrive, ouais. Ça arrive aussi. Ça arrive. Donc, il n'y a pas 5 product designers. Il y a 5 PM, mais pas 5 product designers. Aujourd'hui, en termes de Je te refais faire ton organigramme de ouais, tête. c'est ça, ouais. Je crois qu'il y en a 4. 4. Je crois qu'il y en a 4, ouais. Ok. Sachant que nous, tu vois, par exemple, le vendredi, les product designers, ils travaillent sur le design system. Ils bossent pas pour la squad. Est-ce qu'il y a depuis ces 3 ans, là, il y a un rituel ou quelque chose dans ces équipes-là qui a changé, une manière de bosser qui a changé par rapport à avant? Si ce n'est que vous avez grossi les équipes, ça je comprends. Il y a eu de nouveaux profils à arriver pour ces sujets IA notamment. Hyper intéressant de voir ce que vous avez fait sur l'accessibilité d'un point de vue organisation. Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû modifier dans la façon dont vous bossez, collaborez, etc. Puisque l'équipe a quand même, tu passes de 30 à 80, quasiment triplé. Ouais, et puis on s'est pris vraiment les pieds dans le tapis l'année dernière. Ouais. Le passage des 60, là, ça a été compliqué parce qu'il y a une perte de sens dans la boîte. Personne ne comprenait ce sur quoi ils travaillaient, en quoi ça contribue à la strat générale. Il y a eu cet endroit on a été pas mal challengé sur le fonctionnement et je peux te dire un peu ce qu'on a fait, en fait. Ouais, avec plaisir. Déjà, on est une boîte hyper produit, nous. Parce que les founders sont prêts produits, on va penser produit, et ça, pendant longtemps, il n'y a eu qu'une équipe produit, et François qui l'a géré, où il y avait l'engineering dedans. Et en fin d'année dernière, on a décidé de supprimer l'équipe produit. On a une boîte produit sans équipe produit aujourd'hui. Et parce qu'on s'est dit, et ça c'est des réflexions que François justement a eues avec Rémi. Donc Rémi Guillaume, qu'on rappelle, qui travaille avec Tristan, ils sont associés sur une entreprise qui s'appelle Discovery Discipline. Exactement. Rémi et Tristan ayant travaillé ensemble chez Blablacar. Rémi était CPO et Tristan était le VP Design. VP Design, exactement. Passé chez Malte aussi. Et Rémi c'est mon coach produit en gros. Et, Trop sympa Rémi. Ouais, il est énorme. Et donc on arrive à cette conclusion qu'il faut supprimer l'équipe produit. Et parce qu'en fait, on a tellement besoin du produit aujourd'hui et le produit drive tellement le business et le marketing. La roadmap produit, c'est presque la roadmap de boîte. Il y avait un peu je suis un raccourci, mais voilà. Et donc, avec un CEO qui fait office un peu de CPO, quelque part, toute l'orga est produit. Et donc, c'est le CEO qui porte la vision produit. Par contre, on a splitté en 2 départements. Le département produit, ça a été le département design et le département opération. Et François, du coup, a pris le département opération. Et chez nous, le département opération gère les PM. Ça veut dire quoi, opération? Pourquoi? C'est quoi leur mission? Opération, c'est... l'ambition, c'est la performance. En fait, la performance dans le comment. Et on s'est dit, attends, François, il est exceptionnel dans le comment. Et le comment, pour moi, c'est le product management. Moi et Max, les fondateurs, on est très bons dans le quoi, c'est-à-dire la vision, en fait, où on va, les choix qu'on doit faire. Ouais. Et donc, on va finalement rendre sa zone de magie à chacun. Et donc, moi et Max, on se concentre vraiment sur le quoi, et François sur le comment. Et donc, les opérations, c'est comment atteindre de la haute performance dans le product management, mais pas que, dans toute la boîte. C'est ça la vision du département opération chez nous. Ok. Et alors, tu as un exemple de collaboration? Parce que on a l'impression que c'est un énorme silo entre les deux. Ouais. Il y a le quoi et le comment. C'est des gens qui ne se comprennent pas parce qu'ils ne répondent pas à la même question. Mais ça se présente comment sur un chantier ou une fonctionnalité particulière, par exemple? En fait, je te donne un exemple. On est en train de bosser sur rajouter plus de e-commerce dans nos services. Et donc, les PM, ils vont venir interviewer les stakeholders, en fait, comme ça se fait classiquement, je pense. Bon, on va aller venir me voir. C'est quoi la vision produit? Comment tu vois la chose? Qu'est-ce qu'on doit prioriser? Ils vont aller voir Max aussi pour la partie marketing, mais aussi qui a une bonne vision produit, parce que le marketing, le e-commerce, c'est quand même très proche du marketing. Et ils vont aller voir aussi le design. Et donc, avec ça, ils se démerdent. Et ils font un brief, en fait. Ils font un brief. Et puis après, on commence à rentrer dans tout le processus de product management, quoi. Ok, hyper clair. Donc toi, tu as encore beaucoup la main, finalement. Tu as encore beaucoup le nez dans les sujets produits. Tu n'es pas ce CEO d'une boîte de 80 personnes qui est plutôt sur le day-to-day de manière généraliste de la boîte, comme on peut voir dans beaucoup de boîtes. Tu parlais d'ailleurs de founder mode au début. C'est une expression qu'on a entendue beaucoup il y a quasiment 2 ans maintenant, je crois, quand ça a été sorti de la bouche
de Paul Graham, je crois, si je me gourre pas, ou de Brian Chesky. C'est Brian Chesky à la base, excuse-moi. Mais c'est effectivement Paul Graham qui a fait un post. Ça a vite C'était il y a bouclé 6 mois, je crois, non? Je crois qu'il y a... plus que ça maintenant. Là, on est en mai 2025. Peut-être que je me gourre, c'était l'année dernière, je me souviens plus. Mais effectivement, c'est des buzzwords qui ont fait un peu la boucle. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par ça quand tu dis que c'est un truc qui t'a inspiré, ce buzzword, justement, cette expression? Comment tu t'es retrouvé là-dedans? En fait, je pense que c'est le mot manager qui me posait problème, parce que le founder mode est opposé au manager mode. Et donc le principe, c'est qu'on embauche des gens qui savent manager l'extérieur et pour faire tourner la boîte. Et du coup, le CEO, il manage des managers et il ne doit pas être dans le courant, en fait, dans le run de la boîte. Et ça m'a jamais parlé, parce que j'ai toujours voulu comprendre et j'ai toujours voulu parler aux gens qui faisaient. Aussi, c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique du founder mode, c'est de dire, quand on parle d'IA, moi je vais voir Régis par exemple, et je lui dis, mais voilà, comment l'upscaling, comment tu le fais, machin, ça veut dire, voilà, et je veux comprendre en fait, parce qu'en fait, c'est en rentrant dans les détails qu'on peut avoir une vision globale qui est proche de la réalité en fait, et qui est pas déconnante en fait. Et plus on est loin des détails, moins on prend des bonnes décisions. Ça, après, tu peux pas être dans les détails partout, sinon, et c'est pas du micromanagement, c'est différent. Si tu es dans les détails partout, tu t'exploses complètement. Mais par contre, dans des endroits stratégiques, et là, je t'ai dit que l'IA, c'était stratégique, je passe du temps avec les contributeurs, les devs, les designers, pour comprendre en fait comment on peut faire mieux, comment on peut... Voilà. Et ça me permet de rester très informé et de bien orienter donc, la vision produit. Comment tu fais pour ne pas micromanager, justement, et suivre cette façon de travailler qui est d'être dans le détail, sans micromanager? En fait, une fois que tu as une bonne confiance avec tes équipes, ils sont capables de te confronter. Et ils sont capables de dire, non mais là Guillaume, ce que tu dis, c'est pas vrai en fait. Et si en tant que CEO, personne ne te dit jamais que tu as tort, et tu sais que tu as tort souvent quand même, tu parles tellement, et tu es impliqué dans tellement de décisions que tu prends des mauvaises décisions tous les jours en fait. Et s'il n'y a personne pour te dire, non en fait c'est de la merde ce que tu dis, ça va pas le faire. Donc il y a besoin de cette confiance. En tout cas, nous on travaille énormément sur se connaître soi-même, parce que quand on se connaît soi-même, on est plus performant. Et deuxièmement, on est meilleur dans les relations. Et donc, on est capable de comprendre les autres, mais aussi de les challenger. Et nous, on a une grosse culture de feedback et tout ça. Et donc, quand je vais voir quelqu'un et je commence à lui dire, ouais, tiens, ce serait peut-être pas mal de faire ça, cette personne, elle va avoir aussi ses convictions et en tout cas, elle va être capable de venir me challenger. En tout cas, c'est le principe qui est derrière et qui fait que c'est pas parce que je dis un truc que ça va tout de suite être mis en application. Il faut faire attention à ça quand même, parce que c'est sûr qu'il y a un statut qui fait que, bien sûr, quand tu dis quelque chose, c'est pas n'importe qui dit quelque chose. Et donc, il faut prendre des pincettes en disant, ça, c'est juste une contribution, c'est pas un ordre, en fait. Voilà. Ok, donc c'est le mode d'intervention et le fait que tu n'aies pas le dernier mot, ce que je comprends, qui va différencier le micromanagement du founder mode. En tout cas, alors, j'ai pas dit que j'avais pas le dernier mot. Il y a des endroits où j'ai le dernier mot parce que c'est important stratégiquement. Ouais. Mais effectivement, je donne mon avis et il est reçu comme tel par les PM, par exemple. Et les PM sont en mesure de me challenger, en fait. Et ils sont encouragés à me challenger, ouais. Top. On a parlé de produits, on a parlé d'orga. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur l'orga, d'ailleurs, que tu voudrais évoquer? Sur l'orga, il y a on peut peut-être parler des rituels. C'est vrai que c'est une question que je t'ai posée, on n'a pas été au bout. Non, mais c'est vrai que... Parlons des rituels. Je parlerai peut-être du R après. Ouais. Mais les rituels, en fait, nous, on n'a pas de méthodo, je sais pas, Kanban ou machin, ou Scrum, voilà. En gros, selon le projet, on va designer les rituels et on va les challenger régulièrement pendant la vie de la squad, selon les besoins. Et ça, je trouve que on gagne vraiment en performance là-dedans, parce que quand on arrive à un status update dans un meeting, je pense qu'on a perdu en fait. Et il faut que ce soit un endroit de discussion, de bonnes discussions. On cherche vraiment les bonnes discussions pour qu'il y ait des confrontations positives. Hein. Mais il faut qu'il y ait des points de vue qui soient confrontés pour pouvoir avoir le meilleur outcome possible en termes de décision. Et donc on est très vigilant. On parlait du comment tout à l'heure, on est très vigilant sur le comment, sur est-ce qu'on a les bons rituels en place pour une squad.
Ok, donc ils sont tout le temps remis en question, ces rituels? Alors, ils sont régulièrement remis en question. Ouais. En général, on fait un point. Tu vois, nous, après, il y a des rituels. Il y a un weekly squad le lundi matin avec les PM et tout le COMEX. Et après, tu as un monthly squad où on regarde est-ce que la squad elle continue ou pas est-ce qu'elle fonctionne bien, est-ce qu'elle travaille sur les bonnes choses et tout ça. Et donc, une fois par mois, on se pose la question. Donc là, c'est toutes les squads, donc c'est 5 équipes entières Ouais. avec le COMEX. Ouais. Ça fait du monde quand même. Ouais. Ça fait toute la boîte en fait. Non, après, t'as que le PM. T'as que le PM de T'as la que le squad. PM, ouais. D'accord. Non, sinon, Donc ça fait une dizaine de personnes. T'aurais 50 personnes, on serait Ouais. en amphi. Et... Parce que vous n'avez pas d'équipe commerciale du tout, vu votre manière. Nous, on a une équipe partenariat. J'allais dire, ouais, qui parle, négocie et Exactement. signe les partenariats avec les endroits physiques aux US notamment. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'ils fassent partie de squad, par exemple, aussi. Ouais. Ton équipe produit et tech, elle ressemble à quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous, c'est assez particulier parce que l'équipe produit, elle est découpée en 3. D'accord. On a, C'est pour ça que je te pose la question. Savoir ouais. si elle a été découpée en fonction du périmètre fonctionnel, donc de la boîte. Tu viens de parler de 3 axes. Ou est-ce qu'elle est découpée autrement, ou est-ce qu'elle n'est pas découpée du tout? Alors, le premier découpage qui existe, c'est il y a une partie sur le produit, donc ce que nous on appelle l'app. Ouais. Il y a une partie R&D qui est assez particulier chez nous parce que l'équipe R&D va bosser sur l'IA, mais surtout sur le moteur de rendu vidéo. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on a l'app qui tourne, qu'on utilise, mais derrière, il y a une technologie assez poussée de moteur de rendu vidéo, de telle sorte à ce que quand l'utilisateur il est sur d'anime et qui génère un formulaire, ça envoie un appel finalement à notre moteur de rendu pour renvoyer la vidéo. Donc on va avoir ces deux pans-là, et un troisième qui est le studio, mais qui fait aussi partie du produit, qui va être l'ensemble des templates finalement qui va être mis à disposition sur l'interface. Donc on va avoir vraiment ces 3 départements, app, R&D et studio. Et après sur l'app, en effet, on commence à travailler en squad, où donc pour l'instant c'est quelque chose qui est en train aussi de se développer, de se mettre en place, mais où tu as justement une partie plus création, une partie diffusion et une partie performance. Ok, en squad, tu sais comment tu vas les découper ces squads? Alors ils vont être découpés sur les 3 axes, sur ces 3 axes-là, et puis après dans chaque squad il y a les équipes produits et tech, pour développer les features, quoi. Là, il n'y a qu'une personne au produit avec le CPTO, ou vous avez déjà recruté des PM ou designers Alors on a recruté il y a quelques mois une first PM et une UX designers également. Ok. Donc aujourd'hui ils sont 3 au produit. Ok, très clair.